Bon, bonjour à tout le monde et merci beaucoup à Indigo de m'avoir proposé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis aussi plus de 30 ans. J'ai fêté aussi mes 30 ans, on va voir. Ça, on n'a pas l'impression, mais c'était ça. Je vais vous parler donc plutôt construire des espaces de vie parce que je pense que il faut choisir. On construit des bâtiments, mais je crois qu'il faut construire des espaces de vie, des lieux de vie. Donc c'est ce que nous allons parler. Medieco est une toute petite structure, on n'a pas l'implantation d'Indigo, même si on a plus de 30 ans, puisque j'ai créé ça en 86, vous voyez déjà un petit moment, un an avant l'apparition du mot concept développement durable, donc vous voyez c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet très délicat, qui est une transversalité de la santé, on n'a pas tellement l'habitude de pratiquer cela. Donc voilà, on a une structure qui est maintenant un siège social à Saint-Priest, près de Lyon, dans un bâtiment que j'avais accompagné, qui s'appelle pompeusement la Cité de l'Environnement, mais où quand même, pour la construction, on a pris en compte quand même pas mal d'éléments concernant la qualité de vie, plus que la santé, hein, la qualité de vie. Voilà, et donc l'équipe que vous avez là, heureusement qu'il y a quand même un gars maintenant qui s'est intégré, mais sinon c'était très très féminin. Voilà. Bon, alors rapidement, ça fait un petit moment que je travaille sur le sujet, j'ai écrit plusieurs ouvrages, c'est pas la librairie que je vais vous présenter, vous inquiétez pas, mais c'est quelques titres qui s'étalent depuis 93 jusqu'à maintenant. Notre activité, bien sûr, d'abord, ça a été de la formation et de l'information. Et on a monté, alors j'ai monté un master à l'Université d'Angers qui s'appelle Risque en santé dans l'environnement bâti, donc en créant un nouveau métier d'ingénierie de santé dans le bâtiment. Et avec les étudiants, pour faire reconnaître ces compétences et pour pouvoir leur trouver du travail, on a monté un colloque national qui s'appelle les défis bâtiment santé. Maintenant, il a lieu tous les 2 ans parce que c'est quand même très lourd, mais on est à la 7e édition et si vous êtes libre le 4 juillet 2019, déjà vous pouvez l'inscrire dans l'agenda. Donc ça se passe à Paris et la thématique de 2019, puisque chaque fois on change, ça sera sur la rénovation énergétique et la santé en plus, pas faire uniquement de la rénovation simplement énergétique, mais intégrer bien sûr les problématiques sanitaires. J'accompagne et on accompagne les industriels. Ça a commencé d'ailleurs comme ça, grâce un peu au coup de pied qu'a donné l'amiante à tous les industriels. Ils se sont posés quand même des questions sur la caractérisation sanitaire de leurs matériaux. Et donc, on leur propose des analyses qualité-santé de leurs produits. Donc, on pourra en parler s'il y a des questions après à poser. On accompagne aussi, on a des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets, mais spécifiquement d'ingénierie de santé. Donc tout au long du projet, on va en parler. Maintenant, bien sûr, qu'on s'aperçoit que c'est la grande découverte du XXIe siècle qu'on respire dans les bâtiments. Donc maintenant, on commence à mesurer la qualité de l'air des bâtiments et donc on se préoccupe pas mal de ce sujet. Il y a aussi des certifications autres que le classique HQE, LEED, BREEAM, où la place de l'homme n'est pas quand même très forte, d'autres certifications américaines comme WELL, mais quand même la nouvelle certification française, Osmose, qui est quand même très intéressante et donc sur lequel on se penche et on accompagne. On fait des projets de recherche et développement. Via Qualité, c'est un projet pour voir la ventilation dans les maisons individuelles, puisqu'on s'aperçoit qu'à la livraison des maisons individuelles, 65% d'entre elles ont un système de ventilation non conforme, déjà à la livraison, donc vous voyez un petit peu après à l'usage. Manager, alors là, nous avons eu l'occasion, et nous continuons à travailler avec Indigo depuis quand même pas mal d'années sur ce projet, on en parlera. Un projet de management de la qualité de l'air intérieur pour accompagner les maîtres d'ouvrage pour qu'in fine, les bâtiments aient une qualité de l'air intérieur qui soit satisfaisante.
Airbat, je vous en parlerai, c'est une formation, c'est complémentaire de Ishakai qui a été présentée. C'est des ateliers que l'on fait directement sur chantier pour sensibiliser les entreprises à la qualité de l'air intérieur, parce qu'on s'aperçoit que c'est le maillon faible que l'on a actuellement. Et VENAT, c'est un projet qui est en cours sur la ventilation naturelle, quid de son efficacité, c'est quand même très important. Voilà, rapidement. Maintenant, passons au sujet. Alors là, vous avez une actualité au dernier journal. On vous a dit, le bâtiment, on vous a déjà dit en introduction, que le bâtiment doit être performant. Alors, il sera performant ou il ne sera pas. C'est quoi la performance? Nous allons le voir. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment performant? On a pas mal de définitions. Alors, on a plein de noms, responsable, passif, low-tech, la collection est importante, BPOS, frugal, enfin, connecté, smart, et maintenant le petit dernier, E+, C-. Voilà, donc vous avez toute la panoplie, tout le lexique important à connaître. Mais on pourrait quand même s'interroger, qu'est-ce que c'est vraiment un bâtiment performant? Le bâtiment performant, on le fait pour l'homme, avec l'environnement. Mais on ne construit pas pour l'environnement. On construit pour créer, comme je vous l'ai dit au début, des espaces de vie. Donc le bâtiment, il est pour l'homme, et l'homme devient un habitant. Et on doit le faire avec l'homme, c'est-à-dire que lui va être aussi acteur de cet espace de vie. Et donc, le bâtiment performant, c'est le bâtiment qui répond à sa finalité, d'être des espaces de vie et des espaces de vie sains. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est que la santé, parce qu'on parle beaucoup de santé, mais c'est quoi, ça aussi? Est-ce que c'est simplement l'absence de maladie? Puisque nous, on a un ministère de la Santé, mais c'est plutôt un ministère de la Maladie, hein, c'est pas le ministère de la Santé. Donc, qu'est-ce que c'est que la santé? Et qu'est-ce que c'est qu'un espace de bâti sain? Alors, un espace bâti sain, donc la santé, elle a 3 définitions, elle a 3 niveaux. C'est un état, alors l'OMS met un adjectif que je l'oublie parce que c'est complet, un état de complet bien-être. Alors je ne sais pas si on est tous en bonne santé, parce que complet, il y a toujours quelque chose qui ne va pas trop. Un état de complet bien-être physique, psychique et social. Donc effectivement, on va retrouver ça dans le bâtiment. Si un bâtiment 5, il doit répondre aux besoins des occupants. Et ces besoins, ils sont en découlant bien sûr la définition de la santé, ils sont de plusieurs ordres physiologiques, c'est-à-dire que bien sûr, il faut que les gens dorment, il faut qu'ils puissent manger, c'est des besoins physiologiques, on doit éliminer, enfin, on a plein de besoins et il faut commencer à pouvoir y répondre, physiologiques, sensoriels, parce que c'est par les sens que notre environnement rentre dans notre organisme. Alors je n'aime pas du tout, par exemple, dans les démarches HQE, quand on voit confort visuel, confort acoustique, confort olfactif, mais ce n'est pas de l'ordre du confort. Ce qui nous arrive par la vision, ça ne sert pas qu'à voir, ça sert à synchroniser tous nos rythmes biologiques. Donc c'est largement au-dessus de la notion de confort. Donc tout ce qui nous arrive par les sens va jusqu'à notre cerveau et ensuite a une action sur notre système nerveux végétatif. Donc c'est bien au-delà du simple confort. Pardon, excusez-moi. Sensible, c'est ce qui nous arrive avec la température, l'hygrométrie. Et là, souvent, on n'est pas très au point parce que quand on a décidé en 1979 que la température conventionnelle est de 19 degrés, c'est aberrant, ce n'est pas du tout physiologique. La température dépend de l'activité que l'on a. Si on est assis à un bureau pendant une journée, 19 degrés, c'est largement insuffisant. Vous voyez, quand on ne conçoit pas, sans penser aux besoins, mais simplement avec des lignes qui sont théoriques, on n'arrive pas à des bâtiments qui sont sains et qui sont des espaces de vie de qualité. Psychologique, bien sûr, on est obligé, et sociétaux, on est obligé de vivre ensemble. Donc, il faut prendre en compte ça dans la conception du bâti. On n'y pense pas toujours, et je pense que quand on répond à ces besoins humains, déjà, le bâtiment peut commencer à être sain. Deuxième niveau,
Il faut bien sûr que le bâtiment n'expose pas à des agents pathogènes. Alors là, je ne vais pas vous faire un lexique parce qu'il y en a tellement, mais je vous les ai mis en images, c'est plus sympa. C'est peut-être moins compréhensible d'ailleurs. Donc vous avez des polluants physiques. Alors bien sûr, vous reconnaissez la radioactivité, vous connaissez les ondes hertziennes, les champs électromagnétiques, mais aussi les fibres que l'on peut peigner, qui est l'amiante, les fibres par exemple de laine de verre. Là, c'est un filtre sur une ventilation qui recueille les différents polluants. On voit différentes structures qui sont d'ailleurs des fois très artistiques au microscope. Chimique, alors en haut, à la première ligne, c'est les deux stars. À gauche, c'est le formaldéhyde, donc lui, c'est le maillot jaune des polluants à l'intérieur. Vous avez le benzène, parce que quand même, c'est un polluant qui donne des leucémies, et quand même, on a intérêt à s'en occuper pour les enfants. En dessous, vous avez le CO, vous avez les oxydes d'azote qui nous ennuient beaucoup dans les zones urbaines. Alors après, pour faire fun, vous avez le DHP, ça c'est pour montrer que c'est compliqué, c'est-à-dire un phtalate, on en parle beaucoup, avec comme perturbateur endocrinien. Je vous rassure, il n'y en a plus maintenant dans les nouveaux matériaux que l'on utilise. Et en bas, le plomb, parce que, bien sûr, on en a employé pas mal. Et ensuite, en biologique, regardez si c'est beau, vous avez un virus, c'est magnifique en haut. Après, les légionelles, vous ne les avez jamais vus comme ça. En second, regardez Aspergillus, comme il est beau en dessous. Et alors, les pollens, c'est une splendeur. Et le plus gros, le jaune, c'est le pollen de pin, et celui qui est justement pas allergisant. Voilà. Bon, donc, c'est pour vous montrer qu'on a toute une panoplie pour essayer de produire des bâtiments qui soient agréables à vivre. Alors, maintenant, comment on fait ? Eh bien, alors c'est là que ça se complique, parce que bien sûr, il faut qu'on se préoccupe de pas mal de paramètres. Donc, je les ai listés. L'hygrométrie. Dans le film, il a été question des moisissures, par exemple. Et c'est vrai qu'on a un réel souci actuellement d'hygrométrie, même sur les chantiers, et ça, Charline, il travaille dessus, c'est que du fait que les enveloppes sont complètement étanches, quand on va couler une chape, cette eau que l'on va disperser, elle va partir où ? La vapeur d'eau va pouvoir être évacuée comment ? Il n'y a pas de ventilation, on n'ouvre plus les fenêtres sur les chantiers, risque d'intrusion, risque de dégradation. Donc, actuellement, déjà, sur chantier, on livre des bâtiments moisis. Donc ça, c'est quand même un sacré souci, parce que bien sûr, les moisissures, ce n'est pas qu'inesthétique, c'est une source d'allergènes, il y a des toxines, et on a un rôle infectieux. Donc voilà. Donc, la température, j'ai déjà fait une petite écartée. L'eau, ça souvent l'eau, on a l'impression qu'il n'y a pas de souci, puisqu'on nous livre de l'eau potable, sauf que quand même, il faut que les réseaux, l'eau est potable à l'arrivée au bâtiment, mais il faut qu'elle reste potable au robinet des consommateurs. Et ce n'est pas gagné automatiquement tout le temps. L'électromagnétisme, sujet de débat, mais il n'y a pas que du faux, il y a aussi des choses importantes à considérer. Alors bien sûr, j'ai gardé l'air à la fin et lumière. La lumière, pour moi, je vous l'ai dit, avec le confort visuel, c'est hyper important parce que c'est le synchronisateur de nos rythmes biologiques. Nous manquons de lumière naturelle. Et bien sûr, là, en ce moment, nous sommes justement dans une phase où nous n'avons pas de lumière naturelle. Ça, c'est le jeu. Mais après, je crois qu'on va pouvoir être à l'extérieur. Nous manquons de lumière naturelle et c'est très important parce qu'on voit très bien qu'au niveau, par exemple, de la sécrétion de la mélatonine, nous avons un impact assez important dans nos générations. Voilà, et le bruit qui n'est pas simplement gênant, le bruit qui va retentir sur le système cardiovasculaire, et l'hypertension artérielle pour des riverains de zones bruyantes est tout à fait reconnue. Donc vous voyez que c'est quand même assez profond. Voilà, alors on va faire un petit zoom sur la qualité de l'air intérieur, puisque c'est un sujet actuellement. C'est un enjeu de santé publique. Alors, des chiffres, parce qu'on aime bien ça, c'est un besoin vital. On ne peut pas vivre plus de 3 minutes sans respirer. Par contre, on parle beaucoup d'alimentation, mais on peut vivre 30 jours sans manger. Voyez la discordance entre les préoccupations. On va vous parler beaucoup d'une eau qui doit être potable, d'alimentation qui est contaminée. Par contre, de l'air inhalable, on ne va pas vous en parler.
Ensuite, un besoin permanent. Vous n'arrêtez jamais de respirer. En principe, vous arrêtez de manger, quand même un peu. Bon. Ce qui est faramineux, c'est que si vous prenez à peu près 2 litres d'eau et 2 kilos d'aliments par jour, vous prenez presque 15 kilos d'air par jour. Alors là, il y a des choses qui ont chassé. C'est 12 000 litres par jour et 6 litres par minute que vous prenez d'air. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que la surface pulmonaire représente 75 mètres carrés. Vous ne vous rendez pas compte que dans votre cage thoracique, vous avez la surface d'un bel appartement, 75 mètres carrés, qui sont en contact direct avec l'air et le sang. Donc, notre tube digestif, ce n'est pas un contact direct entre les aliments et le sang, parce que le tube digestif joue aussi un rôle de barrière. Le poumon, non. Donc, par le poumon, avec ces 75 mètres carrés, les 5 litres de sang que vous avez, eh bien, va passer en 1 minute, les 5 litres de sang vont être au contact de l'air que vous respirez. Donc imaginez combien de fois dans cet amphithéâtre, votre sang s'est trouvé au contact de l'air que vous inhalez. Alors, une spécificité particulière et qui nous donne des inquiétudes actuellement, c'est bien sûr les enfants, parce que quand l'enfant naît, à la naissance, bon, il n'avait pas tellement besoin de son poumon dans la vie fœtale, et quand il naît, il déplie ses alvéoles, c'est pour ça qu'il crie, il a 50 millions d'alvéoles pulmonaires. Mais à 2 ans, il a son capital pour vie entière. Ça veut dire qu'à 2 ans, les 300 millions d'alvéoles pulmonaires doivent être formés. Ce qui signifie que si, dans cette phase, entre 0 et 2 ans, il est exposé à des substances qui vont gêner un petit peu cette multiplication pulmonaire, ben, l'enfant, il ne sera peut-être pas malade. Mais simplement, au lieu d'avoir 300 millions d'alvéoles pulmonaires, ben, il n'en aura que 275 millions. Ce n'est pas grave. Simplement, on hypothèque son avenir respiratoire pour vie entière. Et après 2 ans, jusqu'à 7 ans et ensuite la puberté, ces alvéoles pulmonaires, ces petits sacs vont augmenter de surface pour atteindre les fameux 75 mètres carrés. Aussi, une spécificité de l'enfant qui n'est pas reconnue dans la réglementation ventilation qu'on a en France, c'est que l'enfant inhale 2 fois plus de polluants ramenés au poids corporel à cause de sa ventilation très rapide pour capter de l'oxygène et alimenter sa croissance. Nous, en France, on est le seul pays où on donne un débit d'air inférieur aux enfants, parce qu'on a fait un mauvais calcul en 1978 sur un métabolisme basal, ça c'est un petit détail. Et donc depuis 1978, on a décrété que les enfants dans une crèche et dans une école, jusqu'au collège compris, ils ont droit qu'à 15 mètres cubes par heure et par personne, alors qu'au lycée, déjà, on leur donne 18 mètres cubes par heure et par personne, ils sont un peu plus grands. Et quand vous êtes adulte assis à un bureau, vous avez droit à 25 mètres cubes par heure et par personne. On est le seul pays à donner un débit aussi faible pour les tout-petits. Ça n'émeut personne, on le sait, mais bon, on espère qu'avec la loi ESSOC qui est en train de travailler, peut-être que nous aurons un petit changement. Voilà, mais il a fallu quand même, ça fait plus de 30 ans aussi, on est de toute façon dans les anniversaires. Hein. Bon, alors, cet air intérieur, il est plus pollué dedans que dehors. Alors, ça, c'est la grande découverte, puisque en fait, on pensait qu'il n'y avait que la pollution à l'extérieur, en raison de la médiatisation. Donc là, Bruno l'a déjà dit, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans des espaces clos. On passe 83% espaces clos, incluant aussi les transports. Hein. Donc, quand tout Indigo va au boulot en vélo, il ne rentre pas, ce pourcentage n'est pas entamé. Donc là, c'est déjà mieux par rapport à l'habitacle d'une voiture. Ensuite, dans le logement, on passe quand même beaucoup d'heures parce que quand on fait des formations, souvent en milieu d'entreprise, les gens dans l'entreprise, on leur dit où c'est qu'on respire, où c'est qu'on est le plus longtemps. Est-ce que c'est dans le logement, au bureau, dans la voiture? Tous, ils disent au bureau. Ils ont l'impression qu'ils passent un temps fou au bureau, mais ils disent pas. Le logement, c'est l'impression qu'ils n'ont pas dépassé de temps. Ils ne comptent pas le week-end, ils ne comptent pas trop la nuit non plus. Voilà. Et c'est la chambre. S'il y a un lieu où on doit avoir l'air d'une certaine qualité, c'est au moins la chambre. Voilà. Alors, ça, c'est un schéma qui date déjà, mais il est toujours d'actualité. Je vous disais que le formaldéhyde était le maillot jaune, vous voyez, il est en tête du peloton. Donc, formaldéhyde, c'est un polluant assez typique de l'intérieur. C'est un polluant que l'on a, c'est une base pas chère qui sert à faire beaucoup de liants. Donc,
On l'a utilisé pour beaucoup de colle, c'est un conservateur, donc on l'a mis dans beaucoup de produits. Donc finalement, à l'intérieur, on le retrouve, il domine, avec son copain l'hexaldéhyde, et puis le toluène, l'acétaldéhyde. Donc c'est pour vous dire voilà, qu'on a des polluants, vous voyez, les mêmes concentrations à l'extérieur, et à l'intérieur, ça fait quand même une différence. Alors, ces polluants, je vous ai déjà un peu rapidement présenté, mais on parle de polluants gazeux, donc chimiques, moléculaires, dont le radon, qui est aussi un gaz naturel, radioactif, dans le sud de la France, ici, où on peut avoir toute la région Pyrénées. Voilà. Ensuite, les autres contaminants, les biocontaminants, donc on en a parlé déjà un peu, et les particules, et une petite espèce nouvelle, émergente, qui sont les composés organiques semi-volatiles, parce que justement, ceux-là, ils sont ni des particules, ni des composés organiques volatiles, ils sont entre les deux, et c'est vrai qu'on en retrouve de plus en plus. Voilà, alors, les effets sur la santé, je vais passer rapidement, sinon vous allez être déprimés. Hein, voilà. Donc, je les déroule, vous regardez, mais je ne les détaille pas. Vous voyez que, sinon là, surtout quand vous voyez la facture, 19 milliards d'euros par an. Donc là, vous avez quand même vraiment l'impression que ça vaut le coup de s'occuper de la qualité de l'air intérieur. Et que pour économiser la santé, il ne faut pas économiser quand même automatiquement l'énergie, et qu'il faut, pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur, traiter 4 phases, limiter l'entrée des polluants qui viennent de l'extérieur, limiter les sources d'émissions à l'intérieur, maîtriser l'hygrométrie, on l'a dit, c'est vraiment très important parce qu'en plus, ça augmente les émissions des matériaux, et assurer un renouvellement d'air adapté. Alors, ça a un peu chassé, voilà. Et en fait, le fil de l'histoire, c'est un fil rouge qui, justement, doit garder la santé comme conducteur dans un projet de construction. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, avec Indigo, puisqu'on est à l'origine de cette méthode manager qui a été développée pour l'ADEME et que l'on met qu'on expérimente en ce moment. Donc, à toutes les phases, que ce soit la programmation, la conception, la construction, la réception et l'exploitation, le fil rouge de la qualité de l'air intérieur et de la santé doit être présent. Voilà, et merci beaucoup. C'était un peu long, mais bon.